Les conditions, les voici. Dans à peine 7 minutes, nous allons perdre la ville de Chicago. J'avoue que j'ignore pourquoi. Tout comme pourquoi on voit la Corée du Nord, la Chine, la Russie, le Pakistan et même l'Iran élever leur niveau d'alerte et mobiliser leurs forces en mer, sur terre et dans les airs. Peut-être, comme le disait Monsieur Barrington tout à l'heure, qu'ils se calent simplement et innocemment sur notre propre réaction. Il est possible également qu'ils aient vu que notre pays est sur le point de subir un terrible choc et qu'ils se préparent à en tirer profit. Ou alors, tout ceci fait partie d'une attaque coordonnée en plusieurs étapes et on n'a pas vu le pire. Je n'en sais absolument rien. En revanche, je vais vous dire ce que je sais. Si nous ne prenons pas de mesures pour neutraliser nos ennemis sans attendre, nous allons perdre la possibilité de le faire. Soit on frappe de manière préventive, soit on risque de se prendre 100 missiles intercontinentaux sur la tête. Auquel cas, cette guerre aura été perdue d'avance. Et s'il n'y a pas de guerre? S'il n'y a que ça? Nous serions tous ravis d'avoir des signes dans ce sens. Aussi invraisemblable que ça ait pu être il y a 5 minutes, j'accepterais la perte de 10 millions d'Américains si je pouvais être absolument certain que ça s'arrête là. Naturellement, sans cette certitude, on peut tout à fait dire une prière et compter sur la bonne volonté de nos adversaires pour assurer notre sécurité. Ou alors, frappons leur centre de commandement, leurs silos et leurs bombardiers, tant qu'ils sont encore au sol. Ce qui nous permettra d'éliminer leur capacité future à agir contre nous. On a déjà perdu une métropole américaine aujourd'hui. Combien d'autres voulez-vous mettre en danger? C'est quoi cette question à la con? Tout ça, c'est du délire, d'accord? Non, monsieur. C'est la réalité. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 9. Cette semaine, émission Danger, réponse à donner et franchir la ligne. C'est dur aujourd'hui, la crise vous retourne le steak sur la paille. Vous léchez le noyau de la cerise avant que la machine déraille. C'est dur aujourd'hui, peut-être demain ce sera vachement mieux. Flanquez-vous une balle dans la tête, arrachez votre flip et planquez-le. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris à cette citation d'une chanson de Jacques Higelin, donc consacrée à la crise. Il sera question de crise ce soir à l'occasion de la sortie il y a une dizaine de jours de House of Dynamite de Catherine Bigelow sur Netflix. Mais avant ça, nous parlerons d'une sortie en Blu-ray chez Spectrum Film d'un film de Lilo José Pellissieri, Jalikatou. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et donc, une fois n'est pas coutume, pas à ma gauche, mais en face de moi, de l'autre côté de la vitre, il y a carrément Florey. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Qui donc Thibaut fera également ce soir la mise en son de cette émission pour pallier à l'absence de Margot. Voilà, ce sont les forces en présence. Nous allons passer, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. On est revenu au saut de merde. Ah oui, tiens. On est plus sur le Joker. Je me suis trompé. Je me disais, retour moi, je suis le conducteur. Retour vers le futur. Je me suis trompé dans mes virgules. Je me suis embrouillé. Je préparais 3 émissions en même temps la semaine dernière. Voilà ce que c'est. Voilà, trop occupé. Exactement, c'est ça. Surmenage. Je me suis dispersé. Mais bon. Parce que j'ai virgule agenda et virgule agenda bis. Ah bah voilà, c'était la bis. Ah bah voilà. Bon, tant pour moi. C'est moi. J'ai mal géré mon dossier, Monsieur Florey. Excusez-moi. Désolé d'avoir fait la remarque. C'est juste que ça m'a surpris. N'inquiétez pas. Non mais c'est bien. Ça montre que vous suivez, docteur. Oui, je suis un peu quand même. Donc, agenda locaux pour commencer. Demain, au tambour, double séance soviète avec à 18h15 la grève de Sergei M. Eisenstein. Et... Ça, c'est pas long. Non, c'est pas long, mais c'est bien. C'est bien. Et à 20h45, en ciné-concert, un film de Boris Bartnett, La maison de la place Troubnaïa,
que je n'ai pas vu, mais j'ai vu quelques-uns de Boris Barnett, c'est plutôt quand même pas mal. Donc voilà, joli double programme. Le père de Phil, j'imagine. Phil Barnett. Je ne relèverai même pas. J'en profite, c'est la seule occasion de la faire, celle-là. c'est vrai que c'est pas facile à placer. Voilà, donc j'en profite. Autrement, local à l'Arvor le 9, donc c'est vendredi, le 9, dans le cas de Cinévorax, ce sera Boudu sauvé des eaux de John Renoir avec Michel Simon. Voilà. Pas son remake avec Gérard Depardieu et Gérard Jugnot. Hein. Non. Réalisé par Gérard Jugnot, je crois. Oui, je crois, oui, c'est ça. Il me semble. Ne pas confondre avec le remake de L'Auberge Rouge hein, avec Jugnot, mais réalisé par Gérard Krovzik, qui sont sortis à peu près au même moment. Le remake de L'Auberge Rouge. Oui, bien sûr. Oh là là. Avec Balasco et Jugnot. Ah mais oui, c'est vrai. Mais oui. Oui. Bref. Autrement, le 10, donc c'est lundi prochain à 18h, dans le cadre du partenariat de l'Arvor avec le lycée Chateaubriand, ce sera l'Impasse Carlitos Way de Brian De Palma qui repassera. N'hésitez pas à y aller, d'autant que le lendemain c'est férié. Et donc c'est tellement férié que nous ne ferons pas d'émission en studio, mais nous avons une petite mixtape de prévu spéciale, la guerre. Voilà, on vous a concocté une petite sélection de chansons antimilitaristes et chansons pro-guerre aussi qui sont pas piquées des hannetons. J'imagine que le ratio sera pas 50-50. Oh, j'ai quand même pas mal. Ouais, t'as mis quand même pas mal de chansons militaristes. Militaristes, disons. Belliqueuses. Voilà, c'est ça qui célèbre la haine des gauchistes. Tu fais bien, mais c'est bien, tu te couvres. Ah oui, voilà. C'est bien, on couvre tous les côtés comme ça. Un peu d'œcuménisme guerrier. Exactement. Niveau sortie nationale, sinon, 2 films en streaming cette semaine. Vendredi, le Frankenstein de Guillermo del Burrito qui sort sur Netflix. C'est même pas en salle, ça? Non, bah prendre Netflix, voilà. Et sinon, Spinal Tap 2, ça sort, je sais plus, sur Netflix, sur Amazon. Ouais, c'est un moment où c'est sorti. C'est pas sorti depuis un moment, ça. C'est sorti il y a un mois ou un mois et demi, je crois, en Angleterre. C'est pas si mal. D'accord. Bon, c'est pas génial. C'est Rob Reiner qui fait. C'est Rob Reiner. C'est les mêmes. Voilà. Qui fait, quelques bons gags, quelques bons guests. Ok, d'accord. Voilà. Ça dure 1 heure. Oui, j'ai vu qu'il y a Paul McCartney. Oui, voilà. Lars Ulrich. Il y a du beau monde. Chad Smith. Voilà. C'est pas long en plus. Gentillet. Très bien pour un dimanche après-midi pluvieux. Niveau sortie nationale en salle, ça je sais pas c'est pour quel genre de jour, mais c'est T'as pas changé de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur et Laurent Lafitte qui a la même perruque que dans La femme la plus riche du monde. C'est sa perruque. Oui, c'est sa perruque. Il vient avec en fait au boulot. C'est ça, exactement. Il lui parle. Donc voilà, un film sur des vieux cons de 45 ans qui se rappellent leurs années quand ils étaient au lycée, c'est super. Voilà. Autrement, il y a Predator Badlands, qui n'a aucun rapport avec Terrence Malick, avec Paul Springsteen, qui est donc par le même qui avait fait Prey, qui était Predator qui se passait avec des Indiens d'Amérique. Et là, c'est Badlands sur une planète avec un Predator gentil et une mecha jouée par Elle Fanning. Ça a l'air générique au possible. Prey était pas mal, moi j'ai trouvé. Oui, j'ai aucun souvenir, mais. Non, mais ça se regardait. Voilà. Prey. T'as pas vu ça, Prey comme la proie? Non. Moi, je me suis arrêté à Predator 2. J'ai peut-être vu un Alien vs Predator. Oui, il y en a 2 aussi, Alien vs Predator Requiem. Il y a aussi Predators de Robert... Non, pas de Robert Rodriguez. Produit par Rodriguez, mais réalisé par Nimrod Antal. Il y a The Predator avec Shane Black. Enfin, 2 Shane Black. Que j'ai pas vu. Voilà. Et il y a un animé Predator, j'ai entendu dire ça aussi. Ah oui. Oui, il y a un dessin animé Predator. Ah bah, donc. Qui paraît-il est pas mal, mais j'en sais pas plus. Donc je parle peut-être dans le vide. Oui, peut-être. Autrement, il y a le nouveau film de Stéphane Desmoustiers, L'inconnu de la Grande Arche, sur la création de l'Arche de la Défense. Plutôt intrigué. Ces autres films n'étaient pas horribles. Stéphane Desmoustiers, Borgo notamment, qui était sorti il y a 2 ans. Un film qui se passait en Corse avec Asia Herzi dans une tôle. Autrement, il y a un film sur les gilets jaunes pour nous montrer à quel point c'est dur et pas facile. Les Braises avec Virginie Efira. D'une meuf qui se passionne. Je sais pas pourquoi je pense à un film avec des gilets jaunes avec Cadmerade. Et Michel Larocque. Ah oui, c'est sorti. C'est pas sorti. C'est sorti. Non, c'est sorti. C'est pas un film sur les gilets jaunes. Non, mais il a un gilet jaune sur l'affiche. Oui, ça que je veux dire. C'est un film en plus sur le syndicaliste. Un syndicaliste qui gagne au loto et devient super riche, mais en fait, il va retrouver le sens de son combat originel avec ses centaines de millions d'euros. Okay. C'est pas. Non, c'est pas. Non, mais je vous confirme, c'est pas. Non, je m'en doute. Voilà. Autrement, il y a, ça va vous intéresser. Il y a même 2 choses là, qui vont vous intéresser tous les deux, parce que c'est 2 choses que vous aimez qui en plus sont raccords. Premièrement, c'est le nouveau documentaire de Yann Arthus Bertrand, France, une histoire d'amour, et il sort le même jour. Michel raconte Sardou. Michel. Alors ça, c'est pas un beau double programme, Erwan?
Halloween est passé, mais bon, quand même. Un double programme sponsorisé par Jordan Bardella. Ouais, exactement. Voilà. Et sinon, comme on fait pas l'émission la semaine prochaine dans les studios, il y a les Aigles de la République de Tariq Saleh. J'étais en train de me dire ça parce qu'il y a Tariq Saleh qui doit sortir. Puis il y a un Dominique Moll aussi qui sort bientôt. Oui, mais c'est un peu plus tard. C'est la fin du mois. Donc les Aigles de la République par le réalisateur donc de la conspiration du Caire. Je suis très curieux. Intrigué de voir ça. Et sinon, Blague insaisissable 3. Ah oui, c'est vrai. Du film avec Dobby Le Terrier, avec Woody Harrelson et Jesse Morgan Freeman et d'autres gens qui nous demandent. C'est déjà le 3e, quoi. C'est improbable. Ok. Il n'y a pas Mark Zuckerberg, mais comment il s'appelle Jesse Eisenberg. Ouais, Jesse Eisenberg. C'est Franco aussi, je crois. Aucun intérêt. Ouais, d'accord, ok. Voilà, mais c'est plus Louis Leterrier qui fait ça, c'est un autre yes man, parce que Louis Leterrier il est occupé par les Fast and Furious, ça, je pense que ça paye mieux, mais... Bah oui, on peut pas être partout. Et non. Voilà, donc nous allons passer à la section critique de cette émission. Nous allons nous diriger tout de suite au sud de l'Inde, et là on va apprendre qu'on ne peut pas faire de roller avec des buffles. En attendant Godard sur Cinéma. Ah ben voilà, c'est ça qu'on voulait. Voilà, donc c'était Roger Miller avec You Can Roller Skate in a Buffalo Herd. Chanson qui n'a presque pas de rapport avec le film dont on va parler, à part qu'il y a effectivement dedans des buffalos, des buffles donc dans le film Jallikattu qui vient de sortir en Blu-ray chez Spectrum Film, donc film réalisé par Lilo José Pellissieri qui inaugure un petit peu une salve de films indiens que Spectrum Film va sortir, et c'est bien heureux parce que malheureusement tout ce merveilleux cinéma est très peu disponible chez nous sous le format vidéo. Donc il y a quelques-uns qui sortent en salle dans des combinaisons extrêmement limitées avec des mandats de sortie très courts de juste de quelques mois et qui sont encore plus rares sur support physique. Il y a eu quelques films au début des années 2000 avec le suite au succès de Lagan et puis de Devdas, La famille indienne, donc des films avec Shah Rukh Khan, enfin plusieurs films avec Shah Rukh Khan en tout cas, qui vient de fêter ses 60 ans, King Khan. Bon anniversaire. Et donc voilà, certains, il y a eu une légère hype à l'époque au début des années 2000 sur les cinémas indiens, notamment sur le cinéma de Bollywood. Mais il faut toujours aller à Barbès ou dans le 13e pour trouver des DVD indiens d'origine. Pour avoir des VCD. Pour avoir des bons vieux VCD, des bons vieux films piratés. Et donc je crois qu'on en a déjà parlé ici, mais en tout cas les cinémas indiens depuis une quinzaine d'années sont clairement en train de mener le game sur la production cinématographique mondiale, puisque si on ne cesse de le répéter, le cinéma américain depuis des années est en perte de vitesse, et on en reparlera tout à l'heure de façon quand même flagrante. Les cinémas indiens, parce que donc les cinémas indiens prennent le pas, parce que donc je dis les cinémas indiens puisqu'il y a quasiment autant de cinéma ou d'industrie du cinéma qu'il y a de régions, ou en tout cas de langues donc en Inde. Et si pendant très longtemps c'était trusté donc par Bollywood, ce même cinéma est en légère perte de vitesse quand même depuis plusieurs années, qui est notamment rattrapé par les industries du Sud, donc l'industrie tamoule au sud-est, et là en l'occurrence les films du Kerala au sud-ouest, donc les deux pays qui sont tout en bas de l'Inde. Et donc le Kerala on parle la langue malayalam, dont parle notre metteur en scène ici présent, et donc qui est aussi causé dans ce film-là. Donc Jallikattu, film de 2019 que j'avais découvert il y a un petit moment déjà et qui m'avait fait, si vous me permettez, un effet bœuf. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et donc Lilo José Pellissieri, donc réalisateur de 47 ans, qui a déjà quand même une bonne filmographie à son actif, puisqu'il a déjà quasiment 15 ans de carrière, et un garçon extrêmement productif. Et moi j'ai dû en voir 5 ou 6 qui sont d'une qualité variable, mais souvent quand même d'une excellente qualité, à la fois en termes narratifs et visuels. C'est vraiment un petit foufou, et nous allons en reparler. Et donc ce film-là, Jallikattu de 2019, le Jallikattu en fait c'est un sport en Inde qui consiste à aller s'amuser, on va dire de manière un peu légère, avec des taureaux, à les dresser, à les capturer. C'est un peu comme une course à Pamplune, quoi, en fait. C'est ça, c'est un peu ça, mais en plus bourrin. En Camargue, en plus bourrin. En plus bourrin, quand même, parce que c'est des buffles quand même bien vénères. Et donc là, ça se passe dans un petit village dans les montagnes du Kerala, enfin dans la jungle et dans les montagnes du Kerala. Ils se préparent donc à faire la fête du Jallikattu. Et sauf que, pas de bol, le buffle qu'ils ont prévu vire berserk, se met à tout défoncer dans le village et après part dans la montagne. Et donc ça va être la traque pendant 1h30 pour retrouver ce buffle. Mais évidemment, ce buffle-là est un genre de allégorie de toutes les haines et les problèmes qu'il y a entre les habitants du village, qui eux-mêmes vont finir par se pouiller la gueule. Donc film, on va dire, sur un principe narratif qui pourrait paraître
assez simple de traque d'un animal dans les bois qui va révéler un petit peu les tensions au sein du village, sauf que la mise en scène de Pellissieri est extrêmement puissante parce que c'est quelqu'un qui a on va dire un intérêt, en tout cas un amour et surtout une maîtrise du plan long, mais qui ne paraît pas être le plan long. Justement, je pense que ça fait la force de son cinéma, allié à des personnages extrêmement vifs, extrêmement vindicatifs, en tout cas dans celui-là, qui fait rejaillir un sentiment de malaise constant, allié, je trouve, à une véritable maestria de mise en scène. Docteur. Ouais, bah oui, effectivement. Alors moi, c'est le premier film que je vois de lui, parce que moi, ma connaissance du cinéma indien dans son ensemble est moins précise et moins fouillée que la tienne. Moi, je suis un petit peu encore en retard, donc je découvre les choses. Et très belle découverte, parce que effectivement, c'est un film en fait où tous les potards sont à fond tout le temps. Déjà, c'est un film qui est court. Alors, c'est un film, déjà, il faut bien préciser que par rapport à ce qu'on imagine comme étant le cinéma indien, c'est un film qui est d'une part court, parce qu'il fait 1h30. C'est un film où il n'y a pas de morceaux musicaux. Ce qui est aussi qu'on oublie un petit peu qu'il y a une partie du cinéma indien qui ne correspond pas à Bollywood. Tout le monde pense que c'est des films de 5 heures avec plein de chansons. Il y en a encore. Et il y en a encore, bien sûr. Et qui sont formidables, mais ce n'est pas que ça, justement. C'est parce pas que ça. Les industries du sud de l'Inde sont quand même, je trouve, notamment en termes de style et en termes de thématique, extrêmement différentes du cinéma de Bollywood. C'est des cinémas que je trouve quand même un peu plus vifs, énervés, avec des discours politiques beaucoup plus prégnants et beaucoup plus offensifs. Et puis il y a quand même, je pense, l'ombre aussi, quand même, il y a quand même toute cette tradition, on va dire, du cinéma qui vient du Bengale, en fait, qui est la tradition, justement, beaucoup plus auteuriste, en fait, et beaucoup plus revendiquée auteuriste, en fait, du cinéma, notamment qui a été portée par Satyajit Ray pendant pas mal de temps, et qui là est reprise, mais en étant mélangée avec, finalement, une logique de film d'action, puisque assez rapidement, en fait, ça devient une espèce de mélange d'apocalypto, de films d'horreur et de films d'horreur où le monstre serait remplacé par un buffle. Ce qui peut sembler étrange comme ça sur le papier, mais qui fonctionne. Qui fonctionne. Voilà, exactement, un petit côté film d'attaque animale, vraiment quoi, film d'attaque animale, mais avec un buffle, et en même temps avec un côté effectivement avec tous les personnages qui sont à bloc de colère, de colère pas rentrée du tout d'ailleurs, non, pas du tout. Mais de haine contre les uns vis-à-vis des autres, et tout le monde surréagit complètement en fait. Tout le monde, c'est-à-dire que, et ça c'est vrai que c'est la première surprise du film, c'est ça, c'est le fait que au bout de 5 minutes de film, le buffle s'enfuit, et donc au bout de 5 minutes de film, ça n'arrête pas. Alors c'est d'autant plus surprenant que c'est pas un film minimaliste avec 3 personnages dans une jungle. Le cadre est constamment rempli. Voilà, il y a des scènes où il y a presque 200, 300 personnes. Il y a une bonne trentaine de personnages, on va dire entre guillemets principaux, entre le maire du... En tout cas régulier. Voilà, parce qu'il y a plein de sous-intrigues, en fait, plein d'intrigues qui se confrontent les unes avec les autres. Alors un bourgeois qui veut organiser, qui veut la viande de buffle pour son mariage, le boucher qui a laissé échapper et qui est considéré comme responsable, une rivalité entre 2 hommes liés à l'intérêt pour une femme, en fait. Ils se disputent une femme et il y en a un qui va baiser la gueule de l'autre, et donc donc il y a une histoire de revanche, plus plein de petits rôles secondaires. Et c'est vrai que la deuxième surprise pour moi, c'est ça, je me suis dit, mais ça dure 1h30, comment est-ce qu'il va pouvoir faire tenir un film choral en 1h30? Et le pire, c'est qu'il y arrive. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au départ, on a une espèce de sentiment un peu de confusion, les 10-15 premières minutes. Et en fait, au bout d'un moment, et ça se joue beaucoup par des histoires de costumes, d'ailleurs, j'ai remarqué, par des histoires de couleurs de t-shirts et de trucs comme ça. Au bout d'un moment, par des dotis différents. Au bout d'un moment, on arrive à comprendre un peu comment fonctionnent les forces entre les uns et les autres, et ça devient de plus en plus clair. Et tout ça, c'est mené tambour battant, effectivement, avec une musique formidable, une musique composée de chœurs masculins, de Prashant Pillai, très très tribaux. Qui illustre bien justement ce qui est à mon avis une des thématiques du film, qui est une espèce de régression vers l'animalité, c'est-à-dire comment est-ce que le fait de capturer cet animal finalement devient quelque chose de secondaire en fait au bout d'un moment, et qu'en fait c'est juste l'opportunité pour tous ces habitants en fait de laisser toute leur pulsion de violence exploser. Il y a presque une espèce de côté cathartique presque d'ailleurs dans cette histoire, l'idée presque d'une purgation en fait de cette communauté villageoise, et d'une purgation de tous les problèmes en un seul coup autour de ce prétexte
là. Et donc avec une espèce de régression et notamment une régression presque à l'état d'homme préhistorique ou à l'état d'animal en fait. Donc avec une espèce de rapport à d'homme préhistorique, d'où le générique. Voilà, aussi, d'où un d'ailleurs. générique de fin en animation qui est très sympa. Et puis une espèce de réflexion, mais d'une réflexion en action, quoi, en acte sur la fragilité quoi, de ce qu'on appelle nous la civilisation, quoi. Ou du système social en place. Ou du système social, parce qu'en fait tout vrille je veux dire, le rapport à l'autorité, le rapport à la police, etc. Ça c'est assez régulier dans les cinémas du sud de l'Inde. Ils n'aiment pas l'autorité et surtout ils n'aiment pas beaucoup les flics. Ah bah là c'est pareil. Là il y a une espèce de truc qui est au bout d'un moment des trucs quasiment insurrectionnels. Ce qui fait plaisir quand même tout le temps à voir. Et c'est assez c'est un film assez saisissant parce qu'en fait c'est un film en fait où on est un peu scotché en fait. Moi ça faisait un petit moment que j'avais pas vu un film comme ça, c'est-à-dire un film où tu y vas sans trop attendre rien du tout et puis en fait dès la scène d'ouverture en fait tu dis ah ok d'accord, il y a un cinéaste aux manettes avec une super scène de montage où tous les personnages se réveillent en fait avec une super musique et le sentiment d'un compte à rebours avec un bruit d'horloge comme ça, enfin vraiment un truc très efficace. Et après ça n'arrête pas, effectivement, des plans séquences de tarés, des espèces de scènes de furie populaire et qui sont assez hypnotiques en fait, quoi. Donc un film est super bien filmé, c'est-à-dire des scènes de nuit complètement dingues, des scènes au flambeau la photo est dingue, la manière de filmer la nature, tout ça c'est filmé en décor naturel, et un côté à la fois réaliste et un côté une espèce de truc mystique, de fable mystique, c'est-à-dire qu'une espèce de comment est-ce qu'ils appellent ça dans la littérature sud-américaine, le réalisme magique. Oui, voilà. Et ben il y a vraiment ce sentiment-là, ce sentiment mais que moi j'avais trouvé un peu dans le film d'horreur en noir et blanc qu'on avait présenté aussi, et je retrouve un petit peu cet esprit-là en même temps que d'autres influences, quoi. Thibaut. Oui, c'est vrai que moi, pareil que le doc, je suis en train de m'immerger dans les cinémas indiens. Et autant il y a quelque temps on avait fait, je me souviens plus le titre, mais c'était un vieux film qui était un film des années 90, il me semble-t-il, qu'on avait chroniqué. On s'était dit tiens, ça c'est une bonne porte d'entrée pour les cinémas indiens. Faudra revenir. C'était le coffret, non? Ça devait être le coffret. Les Ram Gopal Varma. C'est ça. Le coffret Varma. Qui sont plus des polars urbains. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit tiens, c'est une très belle porte d'entrée pour. Il était aussi sorti donc chez Spectrum Film l'année dernière. Pour appréhender un petit peu la folie des cinémas indiens. Et en fait, ce film-là, à travers encore une fois le magnifique travail éditorial de Spectrum, nous conforte un petit peu dans la folie de ces cinémas indiens. C'est vrai que comment on se place devant un tel film? Quel genre de film est-ce que c'est que ce Jallikattu? On n'en sait rien. C'est un film qui est en même temps fou, c'est un film qui est malade, mais pas au sens péjoratif du terme, mais où tu sens en fait qu'il y a plein de fluides, de virus qui vont innerver le spectateur pour ensuite nous faire entrer dans une espèce de, je sais pas, espèce de transe, une espèce de somnambulisme, parce que vraiment, ce qu'on a devant les yeux, c'est quelque chose de très très rare. Et je suis d'accord avec vous sur vous dites le réalisme magique, moi je suis bien d'accord avec vous. Moi je me dis, j'ai pensé à du folk horror à un moment. Il y a des moments c'est du folk horror. Moi, je à un moment aussi, c'est clairement la fin est complètement dingue, quoi. C'est du folk horror, apocalypto en mode c'est un survival en même temps. Il y a la folie humaine, t'as l'impression que ça a un petit peu regardé le cinéma de William Friedkin. À ce niveau-là, il y a l'étude sociologique du début, mais qui va complètement vriller à la fin, où tu te rends compte en fait que tout le monde est fucké as hell, et du coup tu fais tatanez-vous, parce que il n'y a plus que comme ça que vous arrivez en fait à résoudre vos conflits. Donc en plus c'est un film qui va constamment crescendo. Ça va crescendo et la parole n'existe pas, c'est toujours des petites remarques assassines, c'est des coups de tatane dans la tronche, c'est des coups de poignard. C'est en même temps ultra généreux en termes de tout ce qu'on vient de dire, et en même temps ça met hyper mal à l'aise. C'est même pas un grand écart en fait là, c'est qu'en fait il a mis une espèce d'exhaustivité des cinémas de genre en 1h35. La prouesse est franchement délirante. Mais il y a un côté série B, mais vraiment série B de luxe, quoi. C'est-à-dire que c'est la série B, mais c'est filmé comme une série A en fait. Et puis il y a aucun cynisme, il y a pas de coup dans le spectateur. C'est ultra brutal et on y va, on part d'un point A et on va dans un point
On sait plus. Là où Harry Astor, il lui faut 2h40 dans Eddington pour montrer la déliquescence d'une petite communauté, là le mec en 90 minutes, il plie le job, il plie le game direct. Il plie le job et et là c'est vrai que c'est un peu une leçon pour pas mal de gens. Et hein, après, moi, en termes d'économie narrative. On parlait, Thibaut, en off, toi ça faisait aussi penser à un certain cinéma coréen, notamment celui de Naong Jin. Voilà, moi j'ai en termes de par rapport à la maladie ou à la contamination du film chez le spectateur, moi je n'avais pas ressenti ça depuis Naong Jin et depuis notamment The Strangers, où tu regardes, alors The Strangers bien entendu est un film plus ample, peut-être plus ambitieux également, puis qui passe par plein de genres différents, qui navigue à travers plein de genres différents. Tiens, on est un petit peu, on sait pas où on va. Mais il y a des virus j'aime bien cette métaphore du virus, il y a des virus qui énervent nos sens, notre regard, notre cœur, notre intellect, et au final, on se retrouve un petit peu HS, littéralement KO debout, enfin KO couché, du coup, devant le film. Et moi, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Et après, pour revenir juste à ce côté un petit peu folk horror, mystique, réalisme magique, moi, il y a des plans, alors c'est con, hein, alors il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir peut-être 5, mais il y a notamment le très très long plan introductif, c'est quasiment, en fait c'est le générique du début, avec ce travelling arrière sur ce soleil qui rougeoie un petit peu, et après on se promène un petit peu, enfin la caméra recule, il y a la colline, il y a la forêt, il y a les maisons qui arrivent un petit peu, la lune apparaît un petit peu de temps en temps, il y a des plans lunaires, on va dire ça, le soleil revient un petit peu. Donc il y a vraiment une importance de l'astre, un petit peu comme Tobe Hooper le faisait dans l'introduction dans l'ouverture de Massacre à la tronçonneuse en fait, où en fait c'est les astres qui vont venir un petit peu comme s'ils avaient une influence sur les gens, une espèce de divinité ou un côté un petit peu mystique qui va influencer les hommes. Et puis il y a quelque chose qui rappelle, alors du coup là pas le cinéma gore aussi, c'est tous les close-ups sur la bidoche. Voilà, où ça découpe, schlac, avec la scène de marché extrêmement syncopé. Alors en termes de rythme, là par contre, on est en termes en termes de rythme, c'est du grindcore, hein, ça va à 3000 à l'heure, c'est hyper bien foutu et ça retombe sur ses pattes. Mais en fait, c'est une alternance entre des plans longs et des scènes beaucoup plus, parce que scènes c'est vertigineux, à ce niveau-là, c'est comme du grindcore, t'as des moments extrêmement rapides, puis après t'as genre un pont voilà. de 10 secondes. Mais l'introduction est hallucinante, parce que tu pourrais dire que c'est quelque chose de quand même très opératique, voilà, c'est cette horloge, mais le film est très opératique en plus dans ses mouvements de caméra qui sont extrêmement amples, ouais, mais tu les oublies qui sont presque élégants. En fait, tu te fais exactement, l'élégance fait que tu te balades dans cette communauté de manière quasi exhaustive, hein. Puis tu vas dans tous les sens. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'en général, le plan long en mouvement a plutôt tendance à révéler la présence de la caméra, alors que là, on n'est pas chez là, on n'est pas du tout chez Brian De Palma. T'as justement l'impression de l'oublier et de juste de déambuler avec. C'est une immersion, peut-être une immersion comme pourrait le faire peut-être Terrence Malick, par exemple. On serait plutôt de ce côté-là plutôt que dans une immersion type ultra opératique, ultra théorique type Brian De Palma. Et puis il y a le fait aussi que en fait les mouvements, notamment les mouvements longs, c'est pas des mouvements longs sur du vide, en fait, c'est des mouvements longs sur des corps qui sont tout le temps en mouvement en fait. Comme en plus le cadre est constamment, très régulièrement rempli avec beaucoup de personnages, ça peut commencer avec 2 mecs qui discutent et puis après ils seront 10, ils seront 20, ils seront 40, ils seront 50 et tout le village va se rameuter. La fin du film notamment qui justement part dans un délire, dans un maelstrom à la fois de violence, de nombre de personnages. Presque jodorowskien, presque. Ouais, puis en fait, t'as presque l'impression que ça vire dans un comic book d'horreur. C'est presque comme une planche de Frazetta où t'auras une montagne humaine, une montagne de violence d'un coup. Donc c'est vraiment ce mélange de brassage d'influences de ces pairs du cinéma indien, d'une partie du cinéma américain, d'une partie du cinéma européen. On a l'impression que, comme on le dit, ça peut faire... Il y a un côté Herzog à certains moments. Ça peut faire penser à plein de choses, mais finalement, ça ressemble qu'à lui. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, en termes de projet, c'est quoi là, on est quasi en train de faire du name dropping, ça me fait penser à ça, à machin, mais en fait ce film là il est unique parce qu'il ne ressemble qu'à lui. Mais pour le coup il y a vraiment un défi narratif, c'est-à-dire raconter une communauté en 1 heure et demie quoi.
là où n'importe quel cinéaste, il lui faudrait minimum 2h30 pour voilà. Et moi c'est Oui, vraiment parce qu'en plus, c'est du ça coup, que j'ai apprécié aussi, hein, c'est un film social, c'est un film ethnographique, c'est un pur film d'action qui n'arrête jamais, avec un buffle qui est genre un énorme bourrin qui défonce tout sur son passage. Alors avec des plans sur le buffle, moi il y a des moments je me dis mais c'est pas possible, il y a des moments le buffle est numérique, c'est pas possible quoi, parce qu'il y a des trucs je me dis mais où tu accroches une caméra, enfin comment tu, il y a des plans qui sont vus avec qui sont vus depuis le dos du buffle quoi. Il y a un disclaimer au début du film où ils te disent bon voilà, aucun buffle n'a été maltraité. Par contre, il y a une poule par contre à mon avis qui se fait bien tordre le cou. Hein. Ça avait fait penser à une série qui était produite par Michael Mann il y a une dizaine d'années qui s'appelait Luck sur les courses hippiques. Oui. Et il y avait notamment donc les courses où les caméras étaient harnachées sur les chevaux, les plans étaient hallucinants. Bon, il y a 3 chevaux qui étaient morts pendant le tournage, mais du coup ça joue je pense. Mais ça faisait penser à ce genre de force kinétique en fait. Ouais, il y a vraiment un truc, il y a des plans vraiment où on a vraiment l'impression d'être vraiment juste à côté en fait d'être à côté. C'est comme quand tu filmes buffle, quoi, une poursuite en bagnole et tu harnaches une caméra sur la voiture, là c'est pareil, sauf que c'est sur un animal foncé à pleine balle des plans qui fonce sur des gars quoi. Avec des plans où le buffle passe au second plan derrière des trucs et tu vois des mecs voler en l'air, mais vraiment comme dans un épisode d'Astérix quoi, tu vois, ou comme dans Mad Max Fury Road quoi, c'est-à-dire avec des trucs ils font des mecs mais vraiment des trucs presque cartoonesques. Voilà, c'est là, à ce niveau-là, par rapport à la représentation du buffle, c'est clair qu'il ne faut pas chercher un côté documentaire animalier. Non. On n'en est pas. Surtout que ça a l'air méchant comme tout en fait. Ça a l'air méchant, mais voilà, il faut quand même que notre faut pas suspension. Les buffles en même temps. Voilà, la suspension d'incrédulité, ça marche. Il faut pas chercher une once de réalité, comme le disait le personnage dans House of Dynamite, dans le pré-générique. Pas plus que dans Les Dents de la Mer, quoi, on va dire quoi. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est suffisamment réaliste pour que tu crois à la possibilité de cet animal, mais dans son comportement, il a un côté effectivement surnaturel en fait. Ce qui est réaliste, et je mets bien entendu réalisme en termes, parce qu'on a parlé de réalisme magique, tout ça, donc je mets bien entendu le terme réalisme entre guillemets. Mais ce qui est réaliste, c'est la réaction, le comportement de tous ces personnages, le comportement de cette communauté, même si ça, à la fin, ça va exploser dans quelque chose de totalement horrifique, mais c'est plutôt ça. Voilà, qui est réaliste. Le buffle, comme tu le disais au début, c'est un prétexte, c'est un vecteur. Oui, tu sens que c'est un élément symbolique, c'est un élément métaphorique. Quand tu vois un buffle, c'est pas non plus le dinosaure c'est pas non plus le T-Rex de Jurassic Park, tu vois. Non, il fait pas des plans. Non, il fait pas des plans. Il a pas une. En fait, surtout c'est une pauvre bête en fait qui cherche à s'enfuir. C'est-à-dire qu'on a plutôt. Voilà. Enfin, moi en tout cas, j'ai plutôt ressenti de l'empathie face à l'imbécilité de ces villageois qui sont pas capables de foutre la paix à ce bestiau, quoi. D'anthropomorphisme avec le buffle. Ça reste un animal, quoi. Ça reste un animal. Oui. Et à un moment d'ailleurs, il y a un personnage qui dit mais pourquoi est-ce que vous le laissez pas vivre? Ça y est, il s'est libéré. Bon bah voilà, les dieux ont voulu qu'il se libère. Laissez-le vivre sa vie à ce buffle, quoi. On en cherche un autre et merde. Voilà. Et les autres, non, il y a pas, c'est hors de question, quoi. Il y a presque une histoire d'honneur, quoi. Le boucher qui arrête pas de se faire insulter parce qu'il a laissé partir le buffle, voilà, au lieu de lui mettre un coup de massue sur la tronche. Et on sent bien que et encore une fois, on sent bien que c'est un prétexte pour le film et c'est un prétexte pour les personnages à l'intérieur du film. C'est-à-dire qu'en fait, ils attendent qu'une chose, c'est de se foutre sur la gueule. Et ils ont besoin d'un prétexte pour ça. Et le prétexte, c'est ce prétexte du buffle qui s'en va et du fait qu'ils accordent une certaine forme de divinité, ou plutôt un caractère presque démonique ou démoniaque, on va dire, au buffle. Et voilà. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a passé justement cette bizarrerie qui est de se dire un film d'horreur avec une vache. Tu vois, parce que c'est Russell Mulcahy l'avait fait avec Razorback. Voilà, c'est ça. Mais une fois que ta suspension d'incrédulité a passé ce petit stade-là, ça marche tout seul. Ouais, franchement, voilà. ça marche. Mais il faut quand même opérer la bascule. Voilà, il faut. Ouais, mais ça vient vite en fait. Mais en fait, ça paraît tellement évident. Parce que tu te dis que Oui, parce que ce qui nous est montré aussi, c'est comment est-ce que ces humains-là traitent ce genre d'animal. Donc, quelque part, le fait que l'animal s'enfuit et que l'animal tue des êtres humains ou blesse des êtres humains, il y a quelque part un côté ils ont la monnaie de leur pièce, en fait, à tous ces mecs qui sont à fond sur les histoires de viande de bœuf comme moyen de reconnaissance sociale, comme moyen de faire du fric, de faire du commerce, etc. Parce qu'il y a tout cet arrière-plan aussi, quand même, avec la viande de bœuf comme marchandise, en fait. Comme luxe. Voilà, comme signe de luxe, etc. Et donc, quelque part, ils sont tous tellement bêtes et tellement pas capables de lâcher l'affaire que, quelque part, ce qui leur arrive, on ressent une certaine forme de karma, finalement, dans ce qui leur arrive. Et je trouve que ça rend le film assez intéressant, sans être bêtement moraliste. Exactement. Voilà, Donc c'est l'hallucinant et formidable Jallikattu, édité en Blu-ray chez Spectrum Film, accompagné notamment des interventions de deux des meilleurs spécialistes en France. Je dis deux, pas les seuls, mais deux des meilleurs spécialistes en France.
des cinémas indiens. Logan Boubadi qui donc prépare un film sur les cinémas du sud de l'Inde chez Rififi pour très bientôt, on l'espère. Et du toujours élégant François Co, donc du podcast Discordia, et qui écrit notamment probablement les seules raisons de lire encore Mad Movies, ses articles sur le cinéma indien. Voilà, donc il parle de la carrière donc de Pellissieri et du film aussi en particulier qu'on vous recommande évidemment chaudement, et nous reviendrons sur toutes les prochaines sorties d'indiennerie chez Spectrum et chez autres, puisque donc Carlotta notamment ressort les films ils ont sorti le filon là de SS Rajamouli. Enfin nous allons pouvoir en parler ici. Si on peut parler de Ega, bien sûr, c'est prévu. L'homme vrai qui se réincarne en mouche, film hallucinant. Donc voilà, Jalikatou de Lilo José Pellissieri. On va passer à toute autre chose et on va brûler la maison. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Tom Jones featuring The Cardigans avec leur reprise des Talking Heads, Burning Down the House, car de donc brûler la maison, il y en a eu plus ou moins question dans House of Dynamite, le nouveau film de Catherine Bigelow, 8 ans après Détroit, vraiment elle était pas pressée, et on en parlait... c'était un peu fait bâcher avec Détroit. Oui, on en parlait en plus il y a 2 semaines de ça avec le film de Shane Black sorti sur Amazon ou Apple, je ne sais plus, et on en a déjà parlé régulièrement ici sur le malheur que font les plateformes aux anciens bons ou grands cinéastes. C'est arrivé à beaucoup de gens, à Scorsese, à David Fincher, et là donc à Catherine Bigelow, qui n'échappe pas à cette loi des plateformes qui fait qu'ils ont apparemment plus de pouvoir pour faire ce qu'ils veulent, et du coup ils font des films vachement moins bien qu'avant. Et donc House of Dynamite, scénario qu'on dirait sorti avant le 11 septembre, écrit par Noah Oppenheimer, le petit génie entre guillemets derrière Jackie, donc le biopic. C'est rigolo de s'appeler Oppenheimer quand tu fais un film sur la bombe atomique. Oppenheim, pardon. Ouais. Donc de Jackie, le biopic de Pablo Larraín sur Jackie Kennedy. C'est hyper bien ça. Mais aussi scénariste des Divergentes et des Labyrinthes, donc des grands films politiques pour les jeunes. Et donc qui nous raconte les 20 minutes qui précèdent un missile atomique qui va s'écraser sur Chicago. Évidemment, pitch qui nous rappelle Fail Safe, point limite de Sidney Lumet. Qui avait été remaké par Steven Soderbergh. Non, par Stephen Frears. Par Stephen Frears. Stephen Frears dans un téléfilm au début des années 2000, tourné en direct. Avec George Clooney. Et Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland. Et donc, mais qui là fait un peu penser à une version justement, de Fail Safe, qui serait filmé comme un genre de sous Paul Greengrass, et qui surtout aurait perdu toute velléité de raconter réellement quelque chose, et surtout d'avoir un point de vue sur les événements. Parce que donc le film est vu d'après 3 points de vue, les analystes de la Maison Blanche avec une figure centrale qui est celle de Rebecca Ferguson, ensuite les conseillers militaires donc du Pentagone, et ensuite le point de vue du président donc des États-Unis d'Amérique. Incarné par notre Idriss Elba, pas national, mais voilà. Qui décidément est abonné au rôle de dirigeant après Heads of State, qui est plus fun. Oui, qui est plus fun et peut-être mieux réussi, je ne sais pas, mais en tout cas plus fun. Et donc c'est à chaque fois la même demi-heure, 20 minutes qu'a raconté d'après ces 3 points de vue. Elle te dit a priori pourquoi pas, sauf que très vite finalement je trouve que le mécanisme narratif s'étouffe. Si les 20 premières minutes sont, la première demi-heure est plutôt intéressante justement parce que c'est rempli de ce jargon ultra technique auquel on ne comprend rien, mais c'est super cool parce que c'est globalement des mecs qui regardent des écrans et qui disent des trucs techniques dans des bureaux et parlent de géopolitique, donc ça c'est chouette. On se dit ça va aller quelque part, ça va nous raconter quelque chose sur un peu l'emprise et le mécanisme de la défense américaine et de la réaction donc atomique, sauf que le film est pétri d'incohérences narratives, notamment le fait que très vite il se désintéresse de qui a tiré ce missile. Est-ce les Chinois, les Russes ou bien la Corée du Nord, alors que c'est quand même normalement une question centrale quand tu veux réagir à une attaque qui vient de l'extérieur. Ils savent pas. Oui, mais du coup tout ça est balayé d'un revers de la main, et du coup quelle sera la réponse atomique ou non à donner contre cette agression, d'autant qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Et finalement, en plus on parle aussi de Lumet, mais il y a aussi un petit côté Shin Godzilla, mais en couille molle. C'est-à-dire montrer c'est un peu cet emballement de l'administration américaine, mais qui passe par des chaînes de décision absolument gigantesques, ce qui fait que finalement plus personne ne sait prendre de décision, y compris au plus haut niveau de l'État. Et on se dit, normalement, ça va mener à une genre de crise, à une genre de critique, de désossage des institutions, on va dire, militaro-industrielles, en tout cas du mécanisme politique et du mécanisme militaire. Sauf que cela, finalement, n'est jamais vraiment mis en perspective, et ça finit, je trouve, un peu comme un paix sur une toile cirée, si vous
Thibaut, en tant que fanzouz amoureux de la grande Catherine, Écoutez, qu'est-ce que vous voulez n'est-ce pas là quand même une légère déception Ah bah qui clairement. vous a accablé? Ça m'a pas accablé parce que j'ai quand même Non, c'est pas non plus. j'ai trouvé c'est pas horrible non plus. J'ai hein. trouvé le film quand même relativement efficace parce que la grande Il Catherine, est décevant de par qui ça vient. la reine Catherine sait placer une caméra, sait utiliser une table de montage, sait diriger des acteurs et des actrices. Mais c'est vrai. Alors par rapport à ce que tu disais, moi je trouve que l'invisibilité de l'ennemi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais en effet, cette invisibilisation ne mène à rien, on ne décortique pas assez les rouages un petit peu de la défense américaine. Et c'est vrai qu'au final, le film est clairement un coup de missile dans l'eau qui n'atteint vraiment pas sa cible. Et je trouve ça franchement dommageable parce que la première demi-heure, franchement, j'étais cueilli. En effet, des gens, devant un écran qui ne savent pas, qui sont totalement perdus. C'est absolument passionnant, surtout que ça commence avec des petits points de vue familiaux et après on rentre petit à petit dans la gueule de la bête gouvernementale américaine, au travers notamment d'un personnage qui aurait dû être central. C'est pour ça que le triple point de vue, je trouve, ne fonctionne pas. C'est qu'on aurait dû rester sur le personnage de Rebecca Ferguson, clairement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Rebecca Ferguson, elle est la digne héritière de l'héroïne biglovienne. Pur perso de femme biglovienne. Après notamment deux grands personnages, Jamie Lee Curtis dans Blue Steel et bien entendu Jessica Chastain dans Zero Dark Thirty. Mais après, est-ce qu'on peut en vouloir à Catherine Bigelow oui. Quand tu as bien sûr que oui, mais bon, quand tu as posé coup sur coup des mineurs, Zero Dark Thirty, plus ensuite Détroit, qui m'avait moi fait un effet bœuf, et que tu as réalisé l'un des films les plus cool de l'histoire du cinéma, Point Break. Son meilleur, probablement. Je sais pas. Non, son meilleur, c'est Zero Dark Thirty. Non, clairement. c'est Mais bon, bref, de Dark. toute façon. Du coup, on se dit, bon, sa carrière, elle est faite. Sa filmographie, elle est faite, ses chefs-d'œuvre, ils sont réalisés. Mais on était peut-être en droit d'attendre quelque chose d'un peu qui patine un petit peu moins, de quelque chose de. Mais est-ce que c'est pas un problème de scénario? L'exercice, en fait, oui. de moins exercice de C'est style. pas un problème de mise en Voilà. scène en fait. Parce Non, que c'est pas un problème en termes de mise en scène, moi mais je trouve que le film chie pas la honte non plus. Mais en c'est un fait. exercice de style. Tu vois. Vraiment. Ce n'est que ça. Du style. Et Catherine, elle mais sauf raconte que souvent beaucoup mieux que même du style. avec son style, finalement, elle n'arrive pas à raconter plus Ah ben non, elle raconte rien. que son Ouais, mais parce principe qu'elle est, scénaristique. mais parce qu'elle est coincée par son espèce de scénario à la Rashomon, qui est en plus une Oui, mais forme. par exemple, elle aurait qui pu est faire une vraie fin. Ouais, mais qui est une forme qu'elle a, à ma connaissance, jamais pratiquée en plus. Non, C'est-à-dire Parce que c'est pas, casse-gueule comme c'est pas forme. du tout une réalisatrice. C'est une réalisatrice. Détroit. Il y avait peut-être des prémices dans Réalisatrice Détroit. de ligne Ouais, droite, peut-être- Bigelow. Ouais, voilà, pour moi, c'est une réalisatrice de ligne droite, en fait, qui raconte les trucs. Et moi, je comprends pas trop. Moi, c'est ça qui m'a le plus pas gêné, entre guillemets, dans le film. C'est le fait que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que, sous prétexte de pas vouloir faire un film classique, ils se sont sentis obligés de faire un film à la Rashomon, alors que cette formule-là ne fonctionne que si chaque nouvelle version complète ce qui a été fait Oui. dans l'épisode précédent. Or là, au bout d'un moment, Ça tourne en rond. quand t'arrives arrivé au milieu du deuxième, je me suis dit, ouais, ok, j'en saurais pas plus, en fait. Parce qu'en fait, Donc je vois 3 fois le même film, en fait, je vois 3 fois le même court-métrage, parce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en fait, dans la première demi-heure, donc il y a des écrans interposés, et le deuxième point de vue, c'est juste le contre-champ de ce qu'on a déjà vu. Mais les lignes de dialogue restent ça rajoute pas grand-chose. les en lignes fait. de dialogue restent peu ou prou les mêmes. Il y a peut-être en termes de comportement, d'analyse comportement, peut-être qu'on voudrait aller vers une trame analyse comportementaliste, un truc comme ça, mais alors que ça marche pas du tout, parce que tout nous est montré, il n'y a aucune puissance du hors-champ dans ce film-là. Non, et C'est quand- peut-être une volonté, et quand mais il y a du des coup ça se transforme en défaut. Ouais, et quand il y a des mystères de hors-champ, c'est des choses totalement secondaires, en fait. Anecdotique, Qui n'ont pas familiale. vraiment d'intérêt, Voilà. ou des remarques un peu au débeauté comme ça, dont on se dit oui, tiens, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, puis quand on sait ce que ça veut dire, ensuite on se dit bon, ça dit pas Parce qu'en grand-chose, en fait. du Quoi. coup, les différents contre-champs ne te permettent pas d'avoir un point de vue plus intéressant
sur le phénomène global. C'est-à-dire que ça n'apporte rien, effectivement, c'est juste des épiphénomènes, des petites anecdotes, des petits trucs familiaux qui n'ont aucun rapport avec la choucroute. Mais- Et en plus, tu n'arrives à avoir aucune attache émotionnelle à aucun des personnages. Ça aurait pu Ouais, être. parce que tu vois pas assez longtemps. Ça aurait pu être, il aurait pu avoir quelque chose du terme de l'exhaustif, de l'exhaustivité entre les différentes agences gouvernementales. C'est un maelstrom pas possible, c'est même carrément le bordel, et c'est peut-être pour ça que la défense américaine souvent se retrouve à l'as. Mais en fait, donc là, tu la sens la volonté Mais il y d'écriture, avait- tu la sens la volonté Mais il y avait- non, biglovienne mais- à ce niveau-là. non, mais il y avait un Mais- intérêt. Il y avait un intérêt qui était. Mais pourquoi En fait, il y avait un intérêt scénaristique. Il y avait quelque chose qui était intéressant. C'était l'idée que ce monde militaro-politique qui vit de sa certitude. En fait, quand la merde heurte le ventilo, en fait, t'as tout le monde qui s'effondre, en fait. Et à mon avis, c'était là-dessus que le film. Moi, c'est pas, ça, par contre, c'est l'aspect du film moi, qui m'a le plus intéressé. C'est le fait que tous ces types qui sont entraînés, en fait, quand il y a une couille, ils savent plus comment réagir parce qu'en fait ils sont dans des trucs de protocole, dans des machins. Et là il y avait tout un truc justement sur est-ce que à force, un peu comme il y avait dans Failsafe justement, ou dans Docteur Folamour, c'est-à-dire à force de vouloir toujours anticiper sous un angle paranoïaque, est-ce qu'on finit pas par se coincer nous-mêmes en fait? Donc là il y avait un truc à jouer, je pense, mais je pense que ça ne va pas en fait avec le truc à la Rashomon. Ça aurait été si ça avait été un truc qui montait comme ça au fur et à mesure et qu'on avait vu Un truc de tension peut-être plus classique, mais plus efficace. Exactement, plus classique et peut-être avec des personnages qui ne se chient pas dessus tous au même temps en fait, au même moment, tu vois, et avoir des personnages qui gardent plus leur froid, leur sang-froid, mais qui à la fin finissent quand même par perdre pied. Voilà, je pense que là il y avait des. Bon, après il y a aussi des trucs scénaristiques qui me semblent bizarres. C'est le fait notamment que au bout d'un moment, donc le missile passe en suborbital et ils essayent d'envoyer des espèces de missiles qui marchent mais pas. ils en envoient que 2. Alors déjà, ils en envoient que 2 et puis surtout le truc c'est que moi dans mon souvenir, dans ce genre de cas-là, t'as des avions de chasse qui décollent. Quand j'ai vu à un moment les avions fantômes démarrer, moi, je me suis dit c'est bon, ils vont aller récupérer le missile. Non, en fait c'est pour aller bombarder les gens d'ailleurs. Et je me suis dit, mais attendez, personne n'a pensé en fait, mais c'est quoi votre système de sécurité tout pourri en fait? Personne n'a pensé que si ça marche pas, s'il y a un truc qui marche pas, il faut prévoir un deuxième truc, enfin, ceinture et bretelles les gars quoi. Enfin, je sais pas quoi. Vous êtes censés être des super, tu vois. Et ça, j'avoue que ça m'a dérangé parce que je me suis dit, mais je suis sûr que dans la vraie vie, ça marche pas comme ça du tout. Je suis sûr que dans la vraie vie, ils ont au moins 3 ou 4 niveaux de réaction possibles avant de dire tant pis à Chicago, 10 millions, tant pis. Normalement, quand tu passes à Defcon 1, t'as quand même plusieurs protocoles et tu protéger. Sinon, le truc, c'est plus qu'une passoire là. Et puis le fait que de pas savoir d'où ça vient, que du coup ils savent pas comment répondre. C'est une connerie. Ça pareil, je veux dire, d'un point de vue stratégique, je vois pas comment ça peut marcher parce que, ok, tu te fais surprendre, mais je veux dire, au bout d'un moment, tu sais qui a fait, enfin, tu t'enquêtes et tu sais qui a fait le coup. Tu vas sur le, enfin, tu vois, tu retrouves la trace. Tu vois, surtout maintenant, tu peux retrouver la trace d'un Non, mais tu vois, le 11 septembre, le moment où ça arrive, les Américains savent pas comment réagir parce qu'ils savent pas qui les attaque. Ils savent qu'ils sont attaqués, mais ils savent pas par qui. Mais après, je veux dire, ils enquêtent sur les carcasses des avions, ils retrouvent des trucs de passeport, ils remontent ça bosse, quoi. Ils remontent le truc. Voilà, il y a des mecs qui sont genre des enquêteurs qui remontent, et puis à la fin, ça dit, c'est Ben Laden et c'est Al-Qaïda, quoi. Enfin voilà, donc. Voilà. Après là, ils ont 20 minutes. Ouais, mais en fait, dans la réalité, c'est ça le truc, c'est que dans la réalité, tu vois, dans Failsafe, par exemple, ça fonctionne pas comme ça. Dans Failsafe, c'est sur plusieurs heures. Dans Docteur Folamour aussi. Enfin, comment dire, la mécanique est pas aussi rapide. Et je pense que là, encore une fois, le Rashomon fonctionne pas. Il fallait faire sentir, il fallait à mon avis une histoire qui se passe sur une demi-journée, tu vois, 5-6 heures, tu vois. Pas genre, j'envoie un missile depuis la zone Pacifique et pouf, en 20 minutes, il tape Chicago. Mais dans quel monde ça arrive, ça? Enfin, je veux dire, sinon, qu'attendent les ennemis de l'Amérique pour bombarder si c'est vraiment comme ça que fonctionne leur système de sécurité, quoi. Si les gars, ils ont que 20 minutes et qu'en 20 minutes, ils perdent tous leurs moyens et qu'ils se chient dessus. Ah là là, mon Dieu! Et que c'est la panique. Ah là là, un missile, vite! Tous à la DDE! Je sais pas, il y a un truc en termes de cinéma. En fait, pour moi, le problème du film, c'est pas tellement un problème de mise en scène, et c'est pour ça que moi, j'incriminerais pas tant que ça Bigelow, quand bien même c'est un film relativement mineur dans sa filmographie, mais c'est pas elle que j'incrimine. Moi, j'incriminerais beaucoup plus le scénariste, qui, à mon avis, a voulu jouer au petit malin. Et qui a voulu se dire on va faire un film catastrophe, mais pas pareil que Failsafe, on va faire mieux. Et en fait, il fait pas mieux. En fait, ça devient contre-productif par rapport à ce qu'il essaye de faire. Un des trucs en plus qui me déçoit là-dedans, c'est que Bigelow, je suis assez ambivalent sur sa filmographie, notamment
Zero Dark Thirty, qui je trouve en termes de mise en scène est un film absolument éblouissant, mais en termes de discours me convainc clairement beaucoup moins, parce que c'est clairement un énorme truc de propagande de la CIA. Ouais, mais t'as quand même un rapport au temps, à l'usure, quoi. Mais tu vois. du coup, pour le coup, c'est un film qui est plus radical, parce que quitte à faire des gros films de droite, t'assumes de faire des gros films de droite, et au moins tu sais où tu te positionnes en termes moraux et en termes politiques. Alors que là, tu fâches personne. Là, c'est comme tu sais pas d'où ça vient, ça fâche personne. C'est plus qu'un film de centriste, là, c'est vraiment l'abandon idéologique total de oh là non, on va ne prendre surtout aucun risque et ne vouloir faire aucune fin pour ne rien montrer. C'est un film Hervé Morin. Ouais, c'est Hervé Morin. Hervé Morin, dis donc, tu l'as sorti. Un film Hervé Morin. Voilà, tu le sors de loin, lui. Un film Ménieurie. Un film Ménieurie, quoi. Voilà, c'est même pas le Canuet, tu vois. Non, un film Ménieurie. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage parce que sinon, moi, j'ai regardé le film sans déplaisir. Oui, hein, mais pareil. mais c'est vrai que pendant le film, je me disais, oh, scénaristiquement, ça tient pas super la route votre histoire quand même. Quoi. Mais et du coup, l'intérêt, notamment dans la troisième partie, je trouve, on s'en fout. Ça perd totalement. Et c'est dommage parce qu'Idriss Elba fait pas trop mal le boulot en président, moi, je trouve, quoi. Tu vois, si, on s'en fout en fait. Le truc, c'est clairement le film le plus mineur de la filmo de Catherine Bigelow. Alors quand tu vois sur tous les projets qu'elle avait annoncés qu'elle n'a pas fait, tu te dis tiens, c'est ça que t'as pris quoi. Bah, disons que moi je trouve qu'un de ceux que j'aime le moins c'est Strange Days, non pas parce que parce que la fin de Strange Days est extrêmement décevante par rapport à tout le reste. Ah mais Strange Days, il y a un monde, mais par contre il y a une bande. Mais par contre t'as 1h30 où Strange Days c'est super et c'est d'autant plus décevant que la dernière demi-heure soit pas top. T'as un post-apo de Gueudin, t'as une enquête. T'as des perruques de Tom Sizemore. Ouais, voilà. mais là le problème là tu vois et comme quoi tu vois quand il y a des problèmes, il y a Rebecca Ferguson. Voilà. Quand il y a des problèmes de scénar, bah tu peux pas rattraper, tu peux être talentueux comme tu veux. Au bout d'un moment ça craque. Tu peux pas rattraper un scénar qui est un peu trop malin pour ce qu'il est en réalité, quoi. Qui se croit trop malin. Donc House of Dynamite de Catherine Bigelow disponible sur Netflix. On va passer au coup de cœur. C'est nul, 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 nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur, Dr. Erwan. Alors, moi, ça sera la deuxième saison de la série Feud. Voilà, donc série sur des gens qui s'engueulent. Voilà, la première était sur le tournage de Qui a tué Baby Jane. La deuxième, c'est sur Truman Capote et les Swans, donc les cygnes, ces femmes qu'il a fréquentées, les femmes de la haute société. Voilà, exactement. Ces femmes de la haute société qu'il a fréquentées et pour lesquelles, sur lesquelles il a dit le plus grand mal dans un article qu'il l'a ostracisé justement de la haute société new-yorkaise. Donc c'est un film, c'est une série voilà, super intéressante sur ce personnage très ambigu qui était Truman Capote, mais très intéressante par ailleurs. Merci docteur. Carrément Floret. Et moi, ça va être le dernier album qui est sorti en septembre, il me semble, de Deftones, donc Private Music. Deftones, groupe que j'affectionne particulièrement, qui m'accompagne depuis le lycée, clairement, que je n'ai jamais lâché. Et après un dernier album Covid Homes plutôt sympa, Gore était à moitié loupé. Ici, ils reviennent au meilleur de leur forme et ça fait très plaisir. Merci. Sinon, moi, ce sera un documentaire de 1978 réalisé par José María Berzosa qui donc s'appelle Des choses vues et entendues ou rêvées en Bretagne, qui est en partie centré sur le musicien donc Éric Marchand, qui est décédé il y a pas longtemps et qui en fait se fait un peu se confronter une Bretagne mystique, mythologique et le monde contemporain, notamment par le biais des légendes locales et des bals folk. Donc voilà, très beau, étrange documentaire mystique d'une petite heure bien tassée, absolument formidable. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci Thibaut pour la mise en son. La semaine prochaine, donc c'est Mixtape spécial La Guerre. À la fois c'est pas cool, mais en même temps c'est pas mal. On se retrouve dans 2 semaines pour reparler de cinéma. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.